c'est quand on parle station de ski, je pense pour avoir un peu une grande idée, c'est de se dire combien il y a de pays dans le monde qui sont émetteurs de ski. Combien de pays produisent du ski. Il faut savoir qu'il y a 67 pays aujourd'hui où on peut skier. Et si on y rajoute les dômes indoor où on peut pratiquer le ski, il y en a une centaine. Et à ça, vous pouvez rajouter à peu près une quinzaine de pays où on peut faire un ski non aménagé. Un ski outdoor. Ça fait quand même, on est à 114 pays où la pratique du ski se fait. Alors globalement, si on prend la map monde, c'est le monde entier. On va exclure l'Amérique du Sud, hormis le Chili et l'Argentine. On va exclure l'Afrique, hormis le Maroc et l'Afrique du Sud. Et on va exclure l'Indonésie. Et voilà. Et tout le reste du monde, c'est des pays où le ski est présent. Dans cette répartition, il faut savoir qu'il y a quelques forces vives. Le leader, c'est bien sûr les Alpes. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ici, là aussi, on est à Bourg-Saint-Maurice, en Haute-Tarentaise, en Savoie, Rhône-Alpes, France, c'est quand même un pays béni des dieux. En termes d'accessibilité, en termes de géographie, on va le voir par rapport à d'autres pays, on a de sacrés avantages, mais en même temps, on a aussi une sacrée concurrence, et ce qui fait que c'est très intéressant de voir quelles sont les forces et les faiblesses de la montagne française. Voilà, alors c'est une intervention très humble, on n'est pas là pour faire cocorico, même si j'ai la veste de blanc-rouge, mais c'est vraiment plus un état des lieux. Et je crois que c'est important parce qu'on se rend compte que le monde change, la concurrence est exacerbée, et pour autant, on doit être au rendez-vous. Alors les Alpes, c'est le numéro 1, derrière c'est l'Amérique, et après c'est l'Asie, pour dire les trois grands pôles d'attractivité sur le ski. Moi je retiens deux chiffres intéressants, c'est que 20% des grands domaines skiables du monde produisent 80% des journées skieurs dans le monde. Ça donne quand même une bonne idée. La station mondiale la plus grande, elle est à 2 pas d'ici, c'est la Plagne. Et la troisième, on y est, c'est Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. En nombre là on parle bien en nombre d'hébergements. C'est quand même important parce que dans le top 10, en 2 c'est Skivelt, en 3 c'est Saalbach, en 5 c'est Ischgl, 6 Whistler, 7 Val Gardena, 8 Val Thorens, 9 Madonna di Campiglio et 10 Flachot. Donc c'est quand même pour se dire que quand on parle ici de ski, bien savoir où est-ce qu'on est. Parce qu'on est toujours à se plaindre, souvent, mais on est quand même dans un endroit qui est la référence mondiale du ski. Alors on peut octroyer à Chamonix le statut de capitale mondiale de l'alpinisme et à la Haute-Tarentaise le statut de capitale mondiale du ski. Ça c'est important. Grosso modo, dans le monde, c'est 200 millions de journées skieurs par an. 200 millions. Nous, la France, on est sur le podium. On a été numéro 1, numéro 2. Aujourd'hui, on est numéro 3. On fait précisément une cinquantaine de millions de journées skieurs. Le leader aujourd'hui, c'est les États-Unis, parce qu'ils ont eu de très bons hivers, avec un très bon enneigement, une très belle organisation. Le numéro 2, c'est l'Autriche, qui malheureusement nous a rattrapés. Il faut bien prendre en considération. Et 3, c'est la France. Alors, on est vraiment dans un peloton de tête. Et puis derrière, après, on a les autres pays qui arrivent juste derrière, mais c'est vraiment ces trois-là aujourd'hui qui tiennent la part du marché. Le pays où il y a le plus de stations dans le monde, lequel est-il? Ce sont les États-Unis. Pendant longtemps, ça a été le Japon. Quand il y a 40 ans, ça a été l'émergence du ski au Japon, les années d'or du ski au Japon. C'était le pays qui avait le plus de stations. Alors, stations, quand je dis stations, c'est des stations au moins de 5 remontées mécaniques. Mais ils avaient beaucoup de petites stations. Et la France est 3e. En nombre de remontées mécaniques, c'est la France qui est leader. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y avait la Chine qui avait annoncé des prétentions pharaoniques pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Ils ne seront pas au rendez-vous annoncé, mais il y a effectivement une belle dynamique sur les stations de ski en Chine. Après, on compte aujourd'hui en station internationale, enfin, avec le statut de station internationale en Chine, une dizaine de stations. Par contre, c'est le centre mondial numéro 1 pour les débutants.
C'est-à-dire que le Chinois qui va faire une expérience ski, c'est à la journée, il va faire quelques pas, pas forcément prendre une remontée mécanique, marcher dans la neige avec un équipement et des chaussures de ski, on va le compter comme un skieur débutant. Et c'est vrai qu'il y a là-dessus, vu le nombre d'habitants en Chine, c'est vrai que ce sont des chiffres très impressionnants. Voilà, donc ça donne un peu le panorama. Sur les marchés, si les États-Unis sont numéro 1, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un marché typiquement concurrentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux à se dire, allez, je vais skier où? Je vais plutôt en Amérique du Nord ou je vais plutôt en Europe? C'est vraiment à la marge. Dans le monde, le nombre de clients internationaux, c'est 12%. En France, c'est 30%. Donc en France, on a une clientèle plutôt internationale. Certaines stations françaises montent à 75% de clientèle internationale. Mais si vous regardez la carte mondiale du ski, c'est plutôt une clientèle domestique et des pays qui se développent pour faire skier leur population. C'est-à-dire que chaque fois qu'on crée une nouvelle station dans le monde, à un moment donné, la question se posait, on se dit, danger ou opportunité? Et nous, on pense que vraiment c'est une opportunité, parce que plus il y aura d'amateurs de neige, d'amateurs de ski, de skieurs dans le monde, plus on aura une chance que la France puisse être visitée. La France, aujourd'hui, est considérée comme l'un des plus beaux domaines skiables du monde. Ça a été longtemps la fierté de la France. Les tours opérateurs vendent la France comme ça. Donc les skieurs, vraiment dans le monde entier, à un moment donné, il faut qu'ils viennent vivre une expérience en France. Ça, c'est un de nos atouts, ça c'est clair, mais on va voir qu'il y en a d'autres, mais il y a aussi quelques inconvénients. Dans le ski d'été, aujourd'hui, nous avons dans le monde une vingtaine de glaciers sur lesquels on peut skier l'été. Alors, c'est une denrée de plus en plus rare, qui va certainement, ça dépend des glaciers, mais qui ne va pas aller dans le sens de l'exploitation. Mais en même temps, aujourd'hui, voilà, pour avoir des chiffres, quand on parle de ski d'été, c'est que 20 glaciers. Et en France, c'est 3. Donc avec les deux Alpes, Tignes et Val d'Isère. Un point très important, une fois qu'on a fait cet état des lieux, ce sont les concepts de stations. Parce que depuis les origines, on a fait évoluer nos stations. Il y a eu un développement. Mais ce sont vraiment la base qui fait que ce qu'on est aujourd'hui, avec nos forces et avec nos faiblesses. Si on regarde nos amis néanmoins concurrents suisses, italiens, autrichiens, n'ont eu grosse maille qu'un seul modèle, c'est-à-dire qu'on est parti des villages. Des villages qui sont plutôt dans les hautes vallées, mais en bas. Et de ces villages, on est allé chercher la neige en altitude. Il y a peu ou pas d'hébergement. Il y en a, mais c'est marginal, en altitude. La France, avec le plan neige, en 1960, ça a été la volonté du gouvernement, général de Gaulle, juste avant les Jeux Olympiques de Grenoble. Dans l'après-guerre, on est dans la démocratisation des sports d'hiver et du ski. C'est de faire skier les Français, de proposer des vacances aux Français, des vacances de ski. On ne parle pas de vacances à la montagne, on parle bien de vacances de ski. Et donc, du coup, il y a ce plan neige avec le lancement des stations, et notamment des stations de village. Ça avait déjà commencé, puisque les premières stations villages de ski, c'était entre deux guerres. Certaines stations même avaient proposé du ski sans même avoir des remontées mécaniques. C'est le cas de Val d'Isère, qui est pas loin. On voit les moniteurs de ski accompagner leurs clients à pied. Et puis après sont arrivés les pionniers des remontées mécaniques. Mais nous, on a ces deux modèles, donc nos stations village et ces stations d'altitude. Alors formidable, station d'altitude, parce qu'on est tout de suite en haut, dans la bonne neige. On est vraiment ski au pied en général. Et pour autant, ça fait vraiment deux types de stations complètement différents. Alors aujourd'hui, on les appelle les stations villages, on les appelle les villages de charme. Et les stations d'altitude, voilà, c'est les grandes stations d'altitude. Chacune a ses aficionados. Dans l'image d'Épinal, globalement, c'est plutôt la station village qui, spontanément, va arriver en tête de la clientèle. Parce que le chalet, tout le monde rêve, finalement, pour ses vacances, d'être dans un chalet. Sauf qu'on ne peut pas fournir des chalets pour tous nos clients. Donc, heureusement qu'il y a des stations avec des hébergements concentrés. Mais quand les gens peuvent, ils le font. Sauf que dans les stations village, la neige n'est pas garantie.
Donc on a un charme d'authenticité, un charme de village, de vie, de pastoralisme. Et pour autant, si vous êtes skieur et que vous avez envie de ski, c'est plutôt les stations d'altitude qui feront le choix de la clientèle. Et avec le réchauffement climatique, c'est une tendance qui va s'accélérer. Alors après, ça dépend de l'altitude, ça dépend du versant, ça dépend du massif, de l'exposition, mais on sait qu'il y aura de plus en plus de perturbations, avec plus de neige en haut et plus de pluie en bas. Ces deux modèles, aujourd'hui, font que la France a ses stations d'altitude ou stations village, alors que la Suisse, l'Autriche, l'Italie ont plutôt des stations qui sont parties des villages. Et ça crée une vraie différence. C'est-à-dire que dans ces stations villages qui sont ouvertes à l'année, il y a souvent plus d'hôtels, parce que c'est une vie quotidienne, il y a beaucoup de commerçants. Et nous, dans nos stations qui sont vraiment adaptées au ski, on aura tous les services pendant la période du ski. Et après, ça va être vraiment soit une fermeture, soit une réduction très forte des services. Ce qui pose une problématique aujourd'hui, c'est l'accès, parce que avec la prise de conscience environnementale de la clientèle, aujourd'hui, l'accès aux stations devient un point important. C'est le point le plus polluant des sports d'hiver. Le ski en lui-même pèse pour 2% du bilan carbone. Donc le ski, je veux dire par là le damage des pistes, parce qu'on a quand même un ski vertueux, puisque c'est un ski électrique pour les remontées mécaniques, et un ski par gravité pour la descente, en parlant du ski alpin. Sur les accès, ça pèse pour 56% du bilan carbone. Donc 2% du ski crée une attractivité qui, lui, a un lourd bilan carbone. Donc l'objectif, c'est plus on aura d'accessibilité par le train près des stations, mieux ce sera. Les stations aujourd'hui investissent aussi sur les derniers kilomètres, donc les ascenseurs valléens. Et ici, depuis des années, il y a un outil qui est formidable, c'est le funiculaire, puisque la gare de Bourg-Saint-Maurice relie Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles, Londres, Paris, avec le Thalys, avec l'Eurostar. Donc c'est quelque chose juste d'incroyable. Et aujourd'hui, l'ensemble des stations françaises, les 350 stations françaises, aimeraient aujourd'hui vraiment se rapprocher du train. Donc il y a une dynamique aujourd'hui qui se fait, avec notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes qui aide sur les investissements des ascenseurs valléens. On en a vu un à Péragudes, dans les Pyrénées, entre Louganvielle et la station de Péragudes. Dernièrement, il y a eu dans l'Oisans Almont qui rejoint Auze pour le grand domaine de l'Alpe d'Huez. Prochainement, il va y avoir le Funiflène. Donc il y a une vraie dynamique. La grosse différence que l'on constate avec nos concurrents, c'est que souvent, les sociétés de remontée mécanique autrichiennes investissent dans des projets structurants pour faire venir les gens dans leur vallée et leur station. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on laisse ça à l'État, on laisse ça à la région ou aux vallées, aux communes de vallée. Il y a des exemples intéressants. En Autriche, certaines stations ont investi dans des parcs de loisirs à l'entrée de leur vallée pour que les gens aient envie d'aller dans cette vallée. Et puis pour aller un peu plus loin, ils ont investi dans un aquadome juste incroyable, parce que la station, elle est plus très loin. Mais ils se disent, si jamais notre vallée n'est pas fréquentée, finalement, c'est notre station qui, à terme, sera pénalisée. On voit que le développement des stations dans le monde sont plutôt des développements 4 saisons aujourd'hui. Quand on prend des nouveaux projets, quand je dis on, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés françaises comme le Cluster Montagne ou la filiale de la Compagnie des Alpes, Compagnie des Alpes Management, qui s'intéressent à des terres vierges pour le développement du ski. Mais c'est vrai que tout de suite, la réflexion, c'est de faire comment ce territoire, je peux en faire un territoire 4 saisons. Ça n'a pas été le cas en 1960. Dans le plan neige, c'était le ski. Sauf quelques stations visionnaires, comme les Arcs, par exemple. Il y en a d'autres, Javoria, mais je pense, ici on est à Bourg-Saint-Maurice, donc les Arcs, où ils n'ont pas construit sur le plateau d'Arc 1800, pour qu'en 1968, en se disant on va laisser ce plateau pour un golf. Et là on est en 68, en se disant ça va être plus cher de construire dans la pente, mais parce qu'on pense que la montagne peut être attractive l'hiver, mais également l'été. Et c'est vrai que plus on est en altitude, plus c'est compliqué de vendre ces 4 saisons par rapport au village. C'est pour ça que le positionnement de certaines villes ou bourgs au pied des stations peut avoir beaucoup d'avenir, parce que ça sera plus facile
de faire un tourisme 4 saisons qu'en haute altitude. Après, les stations d'altitude ont des moyens, parce que c'est des vraies locomotives, c'est des gens qui ont un vrai savoir-faire, et c'est vrai qu'en termes d'investissement, ils ont une belle autonomie. Donc la France, aujourd'hui, son point numéro 1, son avantage numéro 1, c'est les domaines skiables. On l'a dit, très bien. Deuxième point fort, et heureusement, c'est l'art de vivre à la française. Alors nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est français. Voilà. Donc ça paraît évident. Voilà. Le bien manger, le bien boire, le bien vivre. Mais quand vous êtes une clientèle internationale, ça fait partie du rêve, du fantasme, de l'expérience ski. Autre point très fort, c'est aussi la méthode du ski français. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui, avec le brevet d'État de moniteur de ski, un des brevets d'État les plus difficiles au monde, avec l'Autriche, avec d'autres... Enfin, ils sont très peu de pays à avoir ce niveau-là. Et ça, c'est très important. Donc je pense à nos moniteurs de ski, c'est 20 000 moniteurs en France. Ce sont aussi les guides de haute montagne, qui sont 1700 aujourd'hui, qui ont souvent une double compétence, hein, moniteurs de ski et guides, qui peuvent emmener la clientèle sur les terrains glaciaires. Et cette expertise-là, cette expérience-là, elle est vraiment très importante. Il ne faut pas la négliger. Troisième point, le troisième point fort de la France, c'est notre hébergement à travers nos résidences de tourisme. Ça, c'est une spécificité française. Il n'y a pas un autre pays qui a autant de résidences de tourisme. Alors, ça a été un modèle économique. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir par rapport au lit chaud, quand on crée des résidences de tourisme, qui, à la fin des baux, peut devenir un lit froid, contrairement à un hôtel, qui, lui, reste toujours dans un système de lit chaud. Et on voit que dans les pays concurrents, il y a beaucoup plus d'hôtels qu'en France. Donc ça, c'est un de nos points faibles, c'est l'hébergement. Le point faible de la France, c'est la culture du service et de l'accueil. Ce n'est pas notre culture. Il faut le constater, malheureusement. Alors on fait des efforts, il y a des formations, il y a des gens, il y a des professionnels qu'on embauche, mais prenons, c'est pareil, hein, on prend de l'altitude, hein, on regarde le monde depuis l'espace, et quand on voit la notion d'accueil et de service aux États-Unis ou au Canada, mais c'est une vraie formation. C'est-à-dire que là-bas, on ne vous considère pas comme un client, mais comme un copain, comme un ami. On est friendly, quoi, tout de suite. En Asie, il y a un respect du client où les gens vont vous saluer. En Corée, par exemple, à chaque passage, on vous fait un salut officiel. Et cette notion d'accueil, les Français, on a un peu du mal parce que dans l'accueil, dans le service, il y a un peu le côté serviable. Il faut être serviteur. Quand on est professionnel, ça va, mais quand c'est une culture du pays, c'est plus facile. Et les Canadiens, les Américains, en Asie, ils ont un accueil naturel. Alors attention sur ce point-là, parce que c'est un point immatériel, et pour autant qui est aussi important que les investissements sur les remontées mécaniques, sur l'hébergement. C'est un vrai sujet. Alors heureusement qu'on a aujourd'hui des saisonniers motivés, formés, performants, mais c'est un vrai point d'entrée pour la clientèle. Vous avez des groupes qui ont fait leur réputation là-dessus. Je pense au groupe Club Med. Tous les employés, tous les GO du Club Med ont une culture du service et de l'accueil, ce qui fait que les GM osent même plus sortir du Club Med. Tellement on est bichonné, on vous dit bonjour sans arrêt, on vous demande 10 fois par jour si tout va bien, et que dès qu'on sort du club, est-ce qu'on va continuer comme ça à me chouchouter ? Voilà, c'est pour dire que c'est important. Deuxième point où la France peut être en danger, c'est notre après-ski. Alors nous, on a commencé les stations de sport d'hiver par les sports. C'était Chamonix 1924. Il n'y avait pas de ski alpin d'ailleurs, pour l'anecdote, dans les programmes des JO. Mais la porte d'entrée, c'était le sport, les sports d'hiver. On en veut pour preuve qu'aujourd'hui, en 2021, on classifie encore nos stations par une porte d'entrée sportive. Piste verte, bleue, rouge ou noire. C'est comme si on veut pratiquer des sports, on dit voilà, telle ceinture, c'est un peu quand même... aujourd'hui, ça peut être un peu flippant pour des gens qui ne sont pas des sportifs. Donc il faut du sport, on a heureusement migré vers le plaisir et le loisir. Le slogan des ESF, hein, le plaisir, ça s'apprend, bien nommé. Et aujourd'hui, on continue à évoluer vers l'art de vivre la montagne. Voilà.
Et je pense que la prochaine étape, ça sera la montagne. Alors, c'est pas pour rien que France Montagne, depuis 11 ans, communique sur les bienfaits de la montagne. La montagne, bienfait pour vous. On pense qu'il va y avoir un véritable tourisme sanitaire, avec tous les bienfaits de l'altitude, les bienfaits du sport. Aujourd'hui, on est en train de démontrer avec des études très sérieuses que le ski alpin prolonge l'espérance de vie, parce que vous êtes sur de la proprioception, vous vous situez dans l'espace, vous déplacez, que le ski nordique, c'est le very best-of des sports fitness, il n'y a pas mieux, etc., etc. L'altitude, fabrication de globules rouges, de l'eau potable qu'on peut boire au robinet, voilà. Et c'est l'exemple des Arcs encore, hein, qui a créé qui recommande à la clientèle de boire l'eau locale plutôt que de l'eau en bouteille. Mais pour autant, l'après-ski, on n'est pas champion du monde. Voilà. Et ça, cette image nous colle un peu à la peau. C'est-à-dire qu'un tour opérateur, un agent de voyage, si en face de lui il a un skieur, il va l'envoyer en France. S'il a un épicurien, un festif, eh bien, il va falloir bien faire attention. Donc heureusement, aujourd'hui, grâce à des structures comme je pense à la Folie Douce a décomplexé l'après-ski en France. Parce qu'avant, on était un peu timide, quoi. On sortait un peu des musiciens, un peu de musique, et puis on essayait que les gens ne rentrent pas tout de suite prendre leur douche avant d'aller au restaurant. Et c'est vrai que la Folie Douce, ils ont mis le paquet tout de suite pour garder les gens tout de suite quand ils ne veulent plus skier. Et ça, c'est en plus un après-ski moderne. L'après-ski autrichien, c'est un peu la youplala. Hein, c'est très musique locale, les shops de bière, ça a vraiment son succès. Mais pour les locaux, on voit que les tours opérateurs nous disent leur clientèle internationale préfère aujourd'hui cet après-ski à la française. Waouh! Alors là, c'est un sacré chambre. Alors c'est vraiment ce 17-19 heures qui est intéressant. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une fois, après une bonne journée d'outdoor, de ski, qu'on profite encore de la station et pas partir tout de suite chez soi. Parce que le Français, il aurait tendance, une fois qu'il a fini son activité, à vite rentrer chez lui. Ce qui n'est pas le cas d'autres clientèles comme les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les Belges, les Hollandais, voilà, qui aiment bien effectivement continuer ce côté relationnel et festif en station. L'après-ski est quelque chose d'important, et puis ce sont les activités autour du ski. Alors la crise était catastrophique pour le monde de la montagne, puisqu'on a perdu 90% de chiffre d'affaires, 70% de réservations en hébergement. Donc ça, c'est le bilan noir. Et pour autant, ceux qui sont venus, donc les 30%, ont vécu des expériences en montagne totalement nouvelles. Et c'est peut-être là le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les gens qui s'est dit un jour je pratiquerai la cascade de glace, un jour j'irai faire du ski nordique, je promets que j'irai en faire. Et puis finalement ils sont pris par le plaisir du ski alpin, parce que c'est une vraie drogue, le ski, cette glisse facile, naturelle, presque naturelle, fait qu'on oublie les autres activités. Et on pense que quand on voit les études, les gens vont continuer bien sûr avec plaisir à refaire du ski alpin, mais ne vont pas oublier de faire d'autres activités. On fait à peu près 4000 mètres de dénivelé par journée de ski, en moyenne. Et depuis 40 ans, on utilise le même nombre de remontées mécaniques, c'est 10. Depuis 40 ans, ça n'a pas changé. Sauf qu'à l'époque, il fallait une grosse journée pour faire ces 4000 mètres-là et ces 10 remontées mécaniques. On démarrait à 9h00 et ça se terminait à 17h. Aujourd'hui, ça, vous le faites en une grosse demi-journée. Parce que les performances des remontées mécaniques et le confort est tel que tout va plus vite, les pistes sont mieux damées, les skis tournent tout seuls, les vêtements sont ni chauds ni froids, on est juste bien, on n'est plus obligé de s'arrêter. Donc ce qui avant était un peu un combat, mais il fallait se la faire, la journée de 8 heures. Mais aujourd'hui, elle se fait naturellement. Et du coup, on a offert du temps de loisir à nos clients. Le ski, ils l'ont fait, et c'est là que les autres activités viennent compléter cette offre du ski. On pense à la sortie en raquette, on pense à des expériences ski de rando, on pense aux chiens de traîneau, on pense à toutes les activités de bien-être aujourd'hui qui sont complémentaires au ski. C'est qu'on n'est plus dans les années exploits, ça c'est fini.
on est dans les activités bien-être. Je vais à la montagne pour me faire du bien. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'avant, dans les années exploits, on faisait tout pour capter le meilleur skieur du groupe. Aujourd'hui, on fait tout pour capter le non-skieur ou le moins bon skieur du groupe, pour que toute la tribu soit servie. Et ça, c'est très important. Cette diversification, elle est importante. Et les concurrents, on a l'impression que les concurrents, quand ils aménagent plus fortement. Nous, on est un peu timide, pas dans le ski, mais quand on veut faire autre chose que du ski, on est un peu timide. Si vous allez voir ce qui se passe en Autriche, au Canada, côte Est, côte Ouest, la Suisse, l'Italie, quand on fait de la diversification, on y va franchement. C'est remarquable. Et nous, on est toujours un peu... On y va, mais sans trop y aller. Voilà. Et là, je pense qu'il y a une vraie performance à compléter, notamment pour que dans nos montagnes françaises, on puisse avoir cette culture montagne. Aujourd'hui, ça commence à venir en France. Bon, alors il va falloir pas mettre 30 ans chaque fois que nos concurrents font ce type de choses, mais c'est vrai qu'en Autriche, quand vous vous promenez à 4x4 de front le dimanche pour aller manger dans un restaurant d'altitude, eh ben, les gens, on s'habille montagne, il y a une culture montagne, on va manger en montagne avec une poussette, avec des béquilles, mais tout le monde a accès à cette montagne. Voilà. Au Canada, vous avez des chemins où on a enlevé tous les cailloux pour qu'on ne regarde plus par terre, où on met les pieds, mais qu'on regarde le paysage. Et ça pendant 2 heures, 3 heures dans la forêt. Et au bout de votre voyage, vous accédez à un salon de thé. On va vous proposer une liste de thé et de scones invraisemblables, alors que vous êtes en pleine montagne, parce qu'on a pensé au parcours client. Voilà. Et c'est vrai que notre gouvernance en France, elle est un peu plus compliquée à partir du moment où on n'est pas dans des stations intégrées. Ça sera le mot de la fin. En France, on est vraiment sur une organisation avec des couches horizontales. Donc en bas, on va avoir les parkings, après on va avoir les hébergements, après on va avoir les domaines skiables, après on va avoir les restaurants d'altitude, qui n'appartiennent pas aux mêmes personnes, qui sont des services indépendants. Alors que, ce qui fait que le parcours client, il n'est pas évident. Et par contre, dans d'autres pays, notamment dans des resorts intégrés, ben vous avez l'hébergement qui souvent possède la remontée mécanique, qui possède aussi le restaurant d'altitude et la piste. Et ce qui fait que là, le parcours client, il est absolument parfait, parce que c'est l'intérêt de l'hôtelier que le skieur soit bien sur sa remontée mécanique pour qu'il aille manger à son restaurant d'altitude et descendre sur sa piste, puisqu'après, ils vont partager les recettes au nombre de passages. Et c'est vrai que ce modèle de station intégrée, il est performant. Nous, la France, c'est notre richesse et notre diversité, mais la gouvernance est essentielle. Voilà. On a un bel exemple, c'est Arc 1950, sur un modèle canadien d'Intra-Ouest, qui n'a pas été assez étudié, alors que c'est une pépite en termes d'organisation, en termes de modèle économique, parce que ça partait d'une réflexion des modèles nord-américains. Et aujourd'hui, c'est un des sites les plus performants en France en termes de remplissage.